Comme de tradition, le Forum de Paris pour la paix a accueilli cette année de nombreux acteurs du monde politique et de la société civile. Une plateforme d'échange sur les fractures mondiales, la riposte à la crise du multilatéralisme. Le Forum de Paris pour la paix, Richard le rappelait tout à l'heure, est né le 11 novembre 2018, le jour du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En quelque sorte, avec cette volonté de tenir la promesse à leur fête, plus jamais cela. Et à un moment même où nous vivions collectivement une crise inédite du multilatéralisme. Des accords juste signés étaient remis en cause, les organisations multilatérales voyaient certains de leurs membres éminents s'éloigner, et donc nous avons collectivement essayé de bâtir de nouvelles méthodes, chercher de nouveaux acteurs, bâtir un nouveau destin collectif en étant plus efficaces ensemble. Et grâce à vous toutes et tous, nous avons tenu durant ces années. Et je dois dire, Madame la vice-présidente, que de savoir les États-Unis d'Amérique revenant pleinement dans le club du multilatéralisme fut pour nous tous une formidable nouvelle. Et donc merci pour cela. Parce que je crois que c'est la place, la vocation des États-Unis d'Amérique, et parce que je pense que pour nous tous, c'est aussi la condition d'une action utile. Néanmoins, les enjeux demeurent, parfois plus inquiétants encore aujourd'hui qu'hier. Et ils requièrent de poursuivre sur le chemin que nous avons essayé de tracer pour tenter d'être plus efficaces et d'avoir des résultats. Je crois comme vous au multilatéralisme, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je crois au multilatéralisme efficace. Et dans le même temps, nous nous sommes collectivement habitués à une forme d'inefficacité. Et je crois que c'est d'ailleurs le drame de beaucoup de démocraties. Expliquez-moi votre problème, je vous expliquerai comment je ne peux pas totalement y répondre, en tout cas dans un temps qui est humainement utile pour vous. Et les crises se multipliant, c'est la légitimité même de nos réponses qui s'en trouve attaquée. Et donc redonner une force au multilatéralisme efficace, c'est, je crois, bâtir des réponses concrètes avec de nouveaux acteurs, de nouvelles méthodes, de nouvelles formes de coalition et se donner des rendez-vous réguliers pour voir où nous en sommes. C'est une méthode de coopération, une méthode qui associe les États, les entreprises, les organisations intergouvernementales, les structures régionales, ici présentes également, les ONG, les académiques, les activistes, pour bâtir des coalitions d'acteurs, comme la COP cherche à le faire sur le climat, comme nous l'avons fait avec le One Planet Summit, et comme tous les porteurs de projets qui sont ici présents le font, pour des actions éminemment importantes pour lutter contre nos grands défis. Le défi du moment, qui interpelle autant les riches que les pauvres, c'est le Covid-19. La question essentielle, c'est comment combler la fracture de solidarité face à un ennemi commun. La coordination doit être pleine et totale, et l'objectif doit être le même, fournir des vaccins à l'ensemble du monde. L'état de la vaccination dans le monde entier laisse à désirer. Nous sommes dans la situation suivante. Certains pays reçoivent des troisièmes doses pour leurs citoyens, alors qu'il y a des millions d'habitants dans le monde entier, tout particulièrement dans le monde en développement, n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. Essayons de voir quels sont les taux de vaccination pour avoir une idée de l'ampleur du problème. Au 4 novembre 2021, selon des données à partir du 4 novembre 2021, il y avait 91% de la population de certaines parties du monde qui avait été vaccinée, tandis que seuls 14% de l'Afrique avaient été vaccinés. Et ce sont les pays qui ont les plus hauts revenus qui sont vaccinés 10 fois plus vite que ceux qui ont des revenus bas. Vous voyez, il y a une vraie inégalité
entre l'accès aux vaccins en Afrique, la disponibilité des vaccins ne rend pas la lutte contre le Covid possible sur le continent africain. Nous n'avons d'autre choix que d'obtenir des vaccins pour des millions de personnes qui n'ont pas accès à ces doses. Nous devons continuer de rehausser nos ambitions climatiques pour sauver des vies humaines, des maisons et des vies et des gagne-pains. Nous devons trouver des solutions pour les centaines de millions de migrants coincés à des frontières internationales. Nous devons mettre fin aux discriminations fondées sur la race, la couleur et l'ethnicité. Nous devons permettre à nos femmes et nos filles de pouvoir être éduquées. La production et l'accès aux vaccins, aux médicaments et technologies de santé restent une priorité tant que les solutions appropriées ne sont pas trouvées. Depuis un an, beaucoup de choses ont été faites dans tous les pays développés pour vacciner le maximum de la population, mais en un an aussi, nous avons su convaincre collectivement les pays riches de partager leurs vaccins, et nous avons largement dépassé le milliard de doses initialement promises par le G7. Néanmoins, ces engagements du G7, du G20 ne sont pas suffisants. Vous avez rappelé les chiffres avec beaucoup de cruauté. On vaccine 10 fois moins vite sur le continent africain, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, dans certaines régions d'Asie. Il nous faut donc aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Premièrement, en accélérant les dons de doses. Pas forcément les milliards qui viendront dans 1 an, 2 ans, 5 ans, les dons de doses. Deuxièmement, nous devons renforcer la transparence sur ces dons de doses, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, et pour que tout le monde sache qui donne et où les choses vont. Troisième point, nous devons renforcer les systèmes de santé dans les pays les plus fragiles. Mais sur ces sujets, nous ne pouvons accepter une situation, je veux ici vous rappeler les chiffres, où le continent africain représente 20% des besoins de vaccins, quelles que soient les épidémies, et a une capacité de production de 2%. Il est en quelque sorte, à chaque crise, la victime de restrictions, de priorités nationales ou régionales mises par d'autres régions du globe. Et donc il nous faut dans la durée, contre ce virus, mais au-delà, contre les autres virus pour lesquels il existe de la vaccination, poursuivre ces transferts de technologie et ces capacités de production. Le 4e Forum de Paris pour la paix était aussi des tables rondes pour évoquer des sujets se rapportant au numérique et aux défis du cyberespace. L'idée, c'est de mieux gouverner le monde numérique. L'appel de Paris a été lancé pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace il y a 3 ans. L'objectif a toujours été de faire en sorte qu'Internet soit une force pour le bien. 3 ans après l'appel de Paris, eh bien, cet appel est plus pertinent que jamais. Pendant toute la pandémie, l'Internet a été vraiment au cœur de nos vies, de la vie des entreprises et parfois le seul lien avec nos êtres chers. Et pourtant, le cyberespace est aussi devenu un espace plus dangereux, avec des menaces contre nos processus démocratiques et même nos santé, notre sécurité et celle de nos enfants sont remises en question sur Internet. Je suis ravie d'entendre Madame la vice-présidente, Madame Harris, le fait que les États-Unis appuient maintenant l'appel de Paris et je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui que la Commission européenne va également soutenir et rejoindre l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace avec nos 27 États membres. Parce qu'il faut que nos citoyens se sentent protégés, respectés. Le ton ici est celui de la réduction des inégalités. Assurer justement l'égalité des genres dans la reconstruction mondiale. Aujourd'hui, nous faisons face à une hausse spectaculaire des inégalités et nous devons monter au créneau
pour prendre en charge les défis du moment. Je suis convaincue que nous, en tant que leaders, devons demander pourquoi ces inégalités persistent. Nous savons tous que nous sommes à un moment charnière de l'histoire du monde. La pandémie mondiale dure depuis presque 2 ans. On dénombre 5 millions de vies perdues et l'on appelle de plus en plus les dirigeants à resserrer cet écart, et ce à juste titre. Cet appel est plus urgent et plus pressant que jamais. Les dirigeants se doivent désormais de prendre la pleine mesure de l'ampleur de ce défi. À Paris, on s'est montré conscient de la montée de l'ultranationalisme. L'espoir demeure tout de même. Il y a 1 an, ici même, nous lancions le projet d'émettre des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour permettre justement un accompagnement de la sortie de crise. Grâce à l'engagement de la directrice générale du FMI, 650 milliards de droits de tirage spéciaux étaient décidés. Et nous avons acté la nécessité de réallouer une partie de ces droits de tirage spéciaux des pays les plus riches vers les pays à revenus intermédiaires et les pays en voie de développement, pour pouvoir justement accompagner ce qui est aujourd'hui avant tout une crise économique et sociale liée à la pandémie. La part de l'Afrique sur ces 650 milliards était de 33 milliards. Nous devons continuer de travailler ensemble et quelles que soient les techniques adoptées par les pays, vente de stocks d'or, réallocation de leurs droits de tirage, ce chiffre au minimum sera tenu. La mobilisation des moyens inédits pour la solidarité internationale, c'est une avancée tangible vers une mondialisation plus juste. Et c'est ce même esprit, cette même volonté qui nous a permis une deuxième grande avancée, une taxation des profits des multinationales, et notamment des plateformes du numérique, au bénéfice de nos concitoyens de tout pays. Cette taxation minimale qui a été endossée en G20 à Rome est une avancée majeure pour l'égalité. Les panels constitués au Forum de Paris pour la paix ont ouvert la voie à une réflexion profonde sur les grands défis du moment, à savoir la lutte contre les inégalités, le climat, la santé mondiale, la régulation internationale du numérique ou les droits de l'homme.